BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Nous sommes enchantés, ravis de vous accueillir ce soir de 19h30 à 21h pour parler évidemment technologie. Et il s'en passe beaucoup de choses aujourd'hui. On va en parler avec nos débriefeurs. Ubisoft, notre géant mondial du jeu vidéo, annule la sortie de 6 jeux et le titre s'effondre, moins 40% à la bourse. On n'avait jamais vu ça. On va en parler avec nos débriefeurs. On parlera aussi de cette nouvelle innovation d'Apple, un badge. Ça ressemble à un AirTag, mais ça va beaucoup plus loin. Il serait beaucoup plus intelligent. Il aurait des caméras, mais qu'est-ce que ça signifie dans toute cette offre? On découvrira ça ensemble. Et puis nous recevrons la directrice générale de Booking. Elle sera là pour nous dire comment l'IA est en train de transformer notre expérience de réservation de voyage. Voilà, beaucoup de sujets à débattre ce soir, à écouter. Alors rejoignez-nous. On est ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, et on a tous ces sujets, évidemment, beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle. Il se passe beaucoup de choses. Tiens, on ira faire un tour à Davos aussi, comme tous les soirs, cette semaine, puisque nous avons une équipe là-bas qui suit au jour le jour, parce que la tech est quand même très présente. Il y a un certain Donald Trump qui fait pas mal d'actualité, mais la tech est réussi à se glisser autour de tout ça. Allez, pour parler ce soir de tous ces sujets, avec nous, Philippe Devos. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric, bonne année. Merci d'être avec nous et bonne année, fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo, et donc beaucoup de choses à raconter. C'est toujours passionnant de rencontrer Philippe juste avant l'émission, parce qu'on remonte le temps. Là, tout à l'heure, on était en 2003, on parlait des débuts de Wanadoo, du rachat d'Orange par France Télécom. Mais là, on va encore beaucoup parler de l'histoire d'Ubisoft. Ce sera dans un instant avec nous également Lucas Perrodin. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Expert en IA et ancien aussi de HP, de Meta, enfin voilà, qui a traîné ses guêtres dans toutes ces entreprises pendant pas mal d'années et qui continue évidemment à travailler sur l'IA. Et puis avec nous, Marion Moreau, très heureux de t'accueillir. Bonsoir Marion. Bonsoir Frédéric. Et bonne année à toi, journaliste et fondatrice d'Hors Normes Média. Hors Normes Média, on y découvre quoi? On parle beaucoup géopolitique en ce moment, j'imagine. Technologie et géopolitique depuis 3 ans maintenant. Oui. Personne n'y croyait au départ, mais je crois qu'on a tous bien compris que c'était assez majeur maintenant. Avec un journaliste de renommée mondiale, enfin Pierre Aski, qui est excellent dans toutes ces analyses. Allez, on démarre. Ubisoft, le titre de Ubisoft continue sa chute en bourse. On parlait de moins de 30% dans l'après-midi, moins de 39% ce soir. Une sanction directe après l'annonce du groupe d'une restructuration en profondeur. Le géant français des jeux vidéo prévoit une perte opérationnelle d'1 milliard d'euros cette année. Il vient d'annuler le développement de 6 jeux. Il compte décentraliser ses studios dans 5 maisons de création. Un reset stratégique avec lequel Ubisoft espère stopper son hémorragie financière. On écoute ce que nous en dit Eline Faux. Le nouveau modèle d'Ubisoft sera décentralisé avec une production répartie en 5 maisons de création, des unités indépendantes, chacune responsable d'un genre de jeu avec leur propre direction et studio pour remettre la création au centre des jeux. La refonte était inévitable, souligne Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau, même s'il reste prudent quant à son efficacité. On ne voit pas du tout le bout du tunnel sur cette industrie qui est très compétitive. Et maintenant, l'intelligence artificielle qui fait que de nouveaux entrants rentrent dans le gaming à moindre coût. Donc oui, la restructuration est nécessaire, mais ça va être très très compliqué dans les années à venir. Une reconstruction incohérente du côté des partenaires sociaux qui appellent à faire grève. Le problème est selon eux éditorial et lié au manque d'investissement technologique du groupe. Avec une telle stratégie, Ubisoft entretient un cercle vicieux, déplore Shakib Mataoui, délégué syndical solidaire informatique. Ça réduit le nombre de personnes dans une équipe qui va faire un délai sur la sortie des jeux, qui va avoir des répercussions sur les bénéfices et le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui ensuite va refaire une restructuration, qui va encore redemander des diminutions d'effectifs, etc., etc. Et ce cycle va mener à la chute d'Ubisoft. Avec cette restructuration, le groupe prévoit 200 millions d'euros d'économies supplémentaires. Si Ubisoft voit ce projet comme l'occasion de rapprocher l'investissement à la création, les syndicats estiment qu'un échec de ces maisons sera une opportunité pour le groupe de licencier davantage. Alors beaucoup de questions évidemment derrière toutes ces hémorragies multiples chez Ubisoft. Est-ce que ces problèmes financiers, ces problèmes de création, on pensait que il pourrait peut-être un petit peu s'en sortir. On se rend compte finalement, Marion, que les problèmes, il en reste encore beaucoup devant eux pour Ubisoft. Oui, et puis c'est vrai que c'est une entreprise qui fête ses 40 ans, je crois, cette année. C'était monté en 86 par les frères Guillemot.
groupe de la mafia bretonne, qui avait lancé très tôt. Au bon sens du terme. Au bon sens du terme, bien sûr. Moi, je le suis comme toi d'ailleurs, donc voilà, je m'inclus dedans volontiers. Non, c'est une entreprise qui a 40 ans. Alors, je ne sais pas si on peut appliquer le fameux adage qui dit qu'au bout d'un certain temps, et notamment au bout de plus de 30 ans, les entreprises s'endorment un petit peu et elles innovent moins. Ubisoft, voilà, c'est une entreprise qui fait son maximum pour émerger dans un secteur quand même devenu très, très concurrentiel. Y compris d'ailleurs la concurrence par les Français, puisque je ne sais pas si tu en avais déjà parlé, tu sais, en décembre dernier, Clair Obscur, qui a gagné 9 awards pour Gaming Awards. Petit studio, une trentaine de personnes. De Montpellier, voilà, tout à fait. Ouais. Très, très jolie boîte à suivre. Alors, pas à la taille de Microsoft, mais on peut imaginer qu'il y ait d'autres acteurs qui émergent. Non, moi, ce qu'on se disait justement juste avant le début du débrief avec Lucas, c'était on y croyait quand même l'année dernière, puisque les Chinois, Tencent est rentré quand même dans Ubisoft avec un investissement d'un peu plus d'1 milliard sur une filiale d'Ubisoft. On pensait qu'à ce moment-là, justement, il y avait quand même... Oui, on commençait à remettre un peu de l'ordre dans la boutique. Exactement. Et en fait, non. Alors, est-ce que Tencent a une idée derrière la tête? Derrière ça, on ne sait pas vraiment. C'est une possibilité que ce soit pour le Chinois une occasion de s'approprier une culture du jeu à la française. On verra si c'est le pari du Chinois ou si c'est malheureusement une autre trajectoire pour Ubisoft. Qu'est-ce qui se passe selon toi, Philippe? Crise artistique, crise financière, crise de management aussi, parce qu'il y a eu des histoires de management aussi profondes chez Ubisoft. Alors, je vais t'avouer un truc, le jeu est un domaine que je connais extrêmement mal. Alors j'ai été marqué comme tous ceux de ma génération par Prince of Persia et par cette dimension complètement féerique. Je crois que ce qui est très complexe dans ce type d'industrie, c'est que ce sont à la fois devenues des industries parce qu'elles ont ces contraintes de volume, de taille et de compétition. Parfois, les investissements, c'est digne des blockbusters au cinéma américain. Absolument. Et avec tout ça, cette capacité ou cette difficulté à gérer des créatifs et de la créativité au sens pur du terme. L'exemple que donnait Marion tout à l'heure est très intéressant. Il y a encore aujourd'hui des studios, des petites équipes très inattendues qui surgissent de nulle part et qui sont capables de réinventer le game. Et c'est un peu triste de voir effectivement que, moi, dans ce que j'ai lu sur cette restructuration, le financier prend le pas parce qu'il faut de la finance pour pouvoir assurer la survie. Mais on peut se demander si le véritable jeu d'Ubisoft, désormais, c'est pas juste la trésorerie. Lucas. Ouais, il y a des problèmes à tous les étages. Il y a un problème créatif, effectivement, d'essoufflement, etc. On sait qu'il y a eu des problèmes aussi de comportement dans les studios. Je parlais des scandales, problèmes de management. Il y a une industrie. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que l'industrie du jeu, elle a fait entre 7 et 15% de croissance l'année dernière. Elle fait du méga rachat de Microsoft. Alors, ça commence à dater. C'était il y a 3 ans à peu près. Mais on commence à avoir une polarisation. C'est-à-dire qu'on a des étoiles noires et des petits acteurs. C'est-à-dire qu'on a des énormes acteurs et des petits. Ubisoft, c'est un peu un acteur 15e, 16e mondial. Donc, pas assez gros pour pouvoir faire des rachats. Et pas assez petit encore pour être acheté. Peut-être que ça va changer avec ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ce que tu nous dis, c'est que toutes les planètes noires étaient alignées. C'est à la fois... Il y a des problèmes stratégiques à tous les étages. Il y a des problèmes créatifs, il y a des problèmes de la taille de la structure dans un marché qui est en train de se consolider. Et alors les petits studios comme le studio français qui émergent, il n'y a pas beaucoup de trajectoire pour devenir un gros studio. Il y a une trajectoire pour être racheté par un gros studio qui deviennent ces espèces d'aimants, en fait, qui, quand ils sont en perte de créativité, le font. Et il est en train de se passer quelque chose d'aussi extrêmement puissant dans l'industrie du jeu, c'est que le coding, c'est la première fonction dans le monde qui est remplacée ou en tout cas améliorée par l'IA, mais à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, avant, pour sortir un proto, il fallait 3 mois. Maintenant, il faut 4 heures. Oui. Donc, on peut demander à l'IA de programmer les décors. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de développeurs. C'est-à-dire que les développeurs doivent changer. On doit changer la culture des développeurs, la façon dont ils travaillent, etc. Et ça, c'est très difficile. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de distribuer et de décentraliser. Ça veut dire qu'il va falloir faire de la gestion du changement dans plusieurs satellites au lieu de la faire dans des centres de compétences centralisés. Et pour moi, ça va être encore plus compliqué. Donc c'est un peu... après, effectivement, il y a des beaux titres à racheter. Est-ce que Tencent veut rentrer? En gros, la question, c'est est-ce que quelqu'un veut racheter
ou est-ce que les gens vont les acteurs du marché vont laisser s'étouffer pour avoir un concurrent? Et si quelqu'un rachète, qu'est-ce qu'ils vont racheter? Est-ce que c'est une franchise? Est-ce que c'est une marque et tout un univers créatif avec éventuellement les licences associées? Est-ce que c'est la créativité d'une toute petite équipe? Quelle est dans les questions auxquelles je n'ai pas de réponse? On a du mal à trouver où est la pépite un peu. Oui, mais il y a ça. Mais quelle est la durée de vie de la pépite? Mais ça devient assez bon marché pour prendre des paris plus audacieux de la part d'un éventuel investisseur. Ça, c'est pas encore la sortie. Une franchise, la bonne porte de sortie, c'est se retrouver, alors peut-être un Tencent, mais un bon investisseur qui met de l'argent, qui reprend en main un peu à la fois la création artistique. Bon, le management, je pense que ça commençait un peu à revenir à la normale, mais si c'est racheté, il va y avoir des consolidations. Si on rachète pour les titres, ça veut dire qu'on... On voit, hein, c'est en Irlande, on a vu des studios fermés, et comme tu dis avec l'IA. Et puis le signal envoyé sur le délai ou l'arrêt d'une demi-douzaine de jeux, c'est le signal qu'une entreprise envoie au marché quand elle dit « je viens de tirer sur le frein à main et j'hypothèque mon futur dans ces proportions », c'est assez radical. Hein. Et c'est un signal aussi pas qu'au marché, c'est un signal aux joueurs, parce qu'ils ont quand même des blockbusters chez Ubisoft. Alors, j'ai plus les noms en tête, parce que moi je suis pas gameuse non plus, mais mes enfants largement. Et ils jouent à ça tout le temps. Et il y a quand même une communauté de joueurs. Effectivement, c'est un mauvais signal envoyé aux communautés de joueurs mondiales qui, elles, évidemment, adorent les jeux, les figures, les personnages. Assassin's Creed et tout ça. Hein, exactement, voilà. Merci, parce que moi, je n'y joue pas, mais c'est Assassin's Creed que je cherchais. Et ça, c'est vrai que c'est jamais très bon pour l'image d'Ubisoft. Après, il y a je pense aussi à un autre studio dans le gaming français qu'on fait plutôt pas mal, puisqu'on vient souvent nous chercher là-dessus, c'est Voodoo. Le studio Voodoo qui est quand même qui a longtemps été... Alors qui faisait plus des petits jeux, notamment pour le mobile et tout ça. Le mobile, c'est un autre marché. Alors c'est un marché qui est en train de prendre le pas sur tous les autres, mais le jeu mobile, c'est un marché qui est beaucoup plus dynamique. Mais c'est pareil, c'est très... comment dire, c'est des cycles de vie extrêmement rapides. C'est les plateformes qui survivent, pas les jeux. Et puis trop souvent, hier soir, François Sorel recevait la directrice générale de Lenovo France qui racontait aussi qu'aujourd'hui, même pour les PC portables, pour les gamers, ils sont obligés de revoir tout ça parce que les gamers, c'est fini l'époque. Ils sont encore dans leur fauteuil avec. C'est une ex-collègue à moi. Sophie Thibault. Je connais. Et justement, elle disait que les gamers aujourd'hui, ils veulent un portable avec des écrans qui peuvent se déployer parce qu'ils sont de plus en plus mobiles. Donc il faut tenir compte de ça. Allez, voilà. Donc on va suivre en tout cas de près cette aventure Ubisoft qui prend un mauvais tournant en ce moment. Je rappelle le cours de bourse en chute de 39%. On reviendra dessus dans le Tech Flash tout à l'heure avec Léa Benaïm. Autre nouvelle, je trouve intéressant d'en parler ce soir et de vous écouter là-dessus, c'est ce badge connecté. Alors on connaissait tous l'AI Pin de Human, hein, cette espèce de broche que l'on mettait là avec des capteurs, on parlait, il y avait un peu d'IA à l'intérieur, on s'était dit ça marchera jamais. Qui a été racheté par HP d'ailleurs. Ça n'a pas marché, qui avait été créé par 2 anciens d'Apple. Et voilà qu'Apple nous fait une petite surprise, nous sort un badge avec caméra et capteur. C'est une sorte d'AirTag que l'on peut accrocher sur son sac, à sa veste, à son pull, à tout ce qu'on veut. Et il est doté de capacités IA, il y a des caméras, il est utilisable pour certaines fonctions sans l'iPhone. Et donc, de façon un peu autonome. Et tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que nous fait Apple là? Tout d'un coup, je ne sais pas, Philippe, tu as regardé cet appareil? Écoute, c'est un faisceau de rumeurs de plus, pas démenti, pas entretenu, pas mis en avant. C'est encore des projets très early stage qui peuvent être abandonnés, comme bien d'autres auparavant. Hein. On a quand même passé plusieurs mois dans la communauté tech, y compris, j'imagine, sur ce plateau, à fantasmer sur l'Apple Car qui finalement n'a pas vu le jour. Donc ça peut faire... Ça montre qu'Apple est en train de chercher à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire d'intégrer des technologies dans des objets relativement petits, avec une autonomie électrique, une consommation très faible, et en essayant de renforcer leur écosystème. Maintenant, est-ce que ça va remplacer quelque chose, le smartphone? Je serais probablement le dernier à faire on attendait les lunettes chez Apple, un peu comme chez les autres. C'est sûr qu'ils sont obligés. Les lunettes, le marché est arrivé. Mais le point, c'est
indépendamment de l'effet de surprise qu'on pourrait avoir ou pas, ou de l'attitude j'y crois pas, il y a un truc dont il faut se souvenir. Alors, j'ai pas pris le temps de revoir les chiffres de vente des AirTags qui sont apparemment l'objet le plus proche, mais je vous rappelle en revanche que personne ne les attendait sur les AirPods et qu'aujourd'hui, si on isole, si on sépare l'activité AirPods de l'activité d'Apple, on est à 23-24 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Oui. On est donc dans le CAC 40. On est dans le CAC 40. Donc la capacité de cette entreprise à fabriquer en très très grande série des objets à un prix plus abordable que ça, évidemment, mais néanmoins capable de dégager suffisamment de marge, il faut garder un œil dessus. Maintenant, est-ce que ça se met là ? Est-ce qu'il y a des caméras ? Comment ça me parle ? Est-ce que ça parle avec mes AirPods ? C'est marrant parce que nous étions là avec toute l'équipe, François Sorel et Abdelhaim, toute la bande au CES. On a vu beaucoup de lunettes. Alors, on a vu beaucoup de robots, mais si je reste dans cet univers, on a vu beaucoup de lunettes connectées. On a vu quelques petits appareils comme ça, mais c'était quand même pas là. Et on a vu notamment Lenovo. Lenovo a sorti, alors on les a vus arriver sur scène, c'était là, cette grande scène de la sphère avec un pendentif et qui avait un peu les fonctions de cette AI Pin. Donc on voit, il y a une petite tendance qui se dessine chez les gens. Maintenant, voir est-ce que c'est quelque chose qui va changer le marché. Toi, Lucas, tu vois ça comment ? Oui, alors les lunettes, c'est certain. Maintenant, on voit évidemment Meta, on voit, tu as vu CES, les constructeurs chinois. Les Chinois, et puis on copie. Mais on commence à voir un peu de réalité augmentée du messaging, des choses qui font qu'on a une complémentarité entre le téléphone et les lunettes, et puis des lunettes qui sont portables. Celles des Chinois sont encore un peu lourdes pour celles que j'ai testées. Toutes, mais on voit un progrès rapide, des itérations rapides également, et si on fait le même progrès dans les 12 prochains mois que dans les 12 derniers mois, ça veut dire que dans 12, 18, 24 mois, on commencera à avoir des choses tout à fait utilisables. Ce qui est un peu surprenant toujours avec Apple dernièrement, c'est comme les voitures, c'est start and stop leur stratégie. Donc on nous a promis un Siri, c'était avec l'iPhone 16. AI First, ça n'est jamais arrivé. Ils le lanceraient peut-être à la rentrée prochaine, en parlant de Siri. Mais ils ont annoncé il y a un mois que finalement il allait être powered by Gemini. Donc un peu un renoncement, en disant on n'y arrive pas. Là, on nous reparle, je pense que ça a dû créer beaucoup de tensions aussi en interne, parce que ne pas avoir l'operating system, à la fin, à un moment, nos assistants IA, ça va devenir nos OS. Ça va devenir l'OS de notre vie. Et toutes les interactions passent par cette conversation qui est beaucoup plus agréable, facile et naturelle. Et donc, abandonner ça, je pense que ça, à un moment, dans les actionnaires et dans le management, ça n'a pas marché. Donc là, on a des nouvelles rumeurs, de nouvel hardware. Ça, c'est ce qu'ils savent faire, effectivement, et aussi d'un nouveau Siri. Le problème, c'est que ça change tous les 15 jours. Et tu trouves que ça tâtonne, c'est ça ? Ça tâtonne, et c'est Apple. Et Apple, c'est pas une boîte qui est faite pour tâtonner. C'est une boîte qui est une machine de guerre, qui doit être très alignée, hardware, software, et que c'est une boîte d'écosystème. Oui, mais ils sont très challengés. À une époque, ils l'étaient beaucoup moins. Là, ils sont très challengés sur l'IA, par un OpenAI et Google. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont obligés de montrer qu'ils sont actifs sur le marché. À faire du start-up. C'est une boîte de secret qui a une gouvernance très secrète, très difficile, très lente. C'est pas dans leur modus operandi. Alors moi, peut-être que ça va marcher, mais il leur faudrait vraiment une révolution culturelle pour que ça marche. Marion ? Je pense que c'est un test, ce petit objet. On parle quand même d'IoT, un secteur que je connais bien, parce que j'y ai passé pas mal d'années. L'intérêt des objets, et les choses comme ça ont déjà été testées. Alors maintenant, c'est Apple, donc on peut s'imaginer que la puissance de feu à faire décoller en France. Un peu plus mature, etc. Mais c'est un marché qui, quand même, ne trouve pas sa place depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Après, oui, Apple fabrique des objets, c'est leur métier de base. Donc, on peut imaginer. Moi, je pense que c'est plus un test sur l'IA, effectivement, parce qu'on a vu beaucoup Tim Cook, quand même, comme tu disais, pas y aller vraiment. Nous-mêmes, on a commenté en disant, mais qu'est-ce qu'ils font chez Apple ? Qu'est-ce qui se passe ? Siri et les nombreux paires de Siri, il y en a eu tellement. Pareil, un peu tous attentifs sur cette capacité quand même à avoir généré la première techno vocale. Et ils n'en ont pas fait grand-chose. Et là, il y a quand même, on va dire, tout le monde est un peu en ordre de bataille sur l'IA aux États-Unis. C'est quand même remonté très très haut pour que ce soit un peu une évidence, voire une obligation pour les grands acteurs d'y aller. Et donc là, je pense que c'est quelque chose, c'est un objet qui va permettre, à moindre coût probablement de production, et encore, il y a beaucoup de capteurs là-dedans,
pouvoir s'intégrer un peu dans cette nouvelle ère d'une nouvelle interaction homme-machine, tout en sachant que, faut pas oublier, ça m'a énormément surpris tout à l'heure de voir les chiffres de vente d'iPhone qui ont grimpé de 28% en Chine au dernier quarter dernier. En unité ou en valeur ? En unité. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il va falloir aussi tester ça. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Attention, l'IA, c'est pas magique, il faut entraîner son IA sur toutes les disparités culturelles. Et vendre en Chine avec une IA, c'est peut-être aussi un moyen d'avoir un objet qui va faire du survie. Ça, c'est la question que je me posais. Je vois assez bien en quoi cet objet peut aider Apple et les utilisateurs d'Apple à acquérir une meilleure compréhension, je mets des guillemets partout, du monde et de l'environnement. D'ailleurs, peut-être que Yann LeCun doit s'intéresser au sujet, parce que c'est ce qui va nourrir des world models. En revanche, je ne suis pas encore certain d'avoir compris quel était le bon retour d'interface pour remonter à l'utilisateur. Est-ce que c'est l'utilisateur la manière dont l'objet restitue à l'utilisateur des insights, l'interaction machine. Il ne faut pas oublier, dans l'autre sens, il ne faut pas oublier quand même que l'interaction avec un AirTag, c'est j'appuie dessus, j'appuie dessus un peu fort, ou bien je peux le faire sonner à distance pour essayer de savoir où il est. Mais moi, je trouve que ton analogie par rapport à l'AirPod est beaucoup plus juste que l'AirTag. L'AirTag, c'est juste ni plus ni moins qu'une géoloc. Oui. Et l'AirPod, ça va beaucoup plus loin. C'est peut-être pas qu'un capteur. En fait, pourquoi il parlait d'un AirTag ? C'est parce que ça ressemble à un AirTag en termes intelligents. Après, moi, je me porte ça là. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça vibre ? Enfin, il faut toujours revenir sur les grands principes de l'interface utilisateur. Les seniors refusent aujourd'hui la majorité des devices. Donc, c'est pas sûr qu'aujourd'hui, la majorité de l'humanité puisse accepter de porter ça. Est-ce que c'est pas aussi un petit coup donné, parce qu'on attend beaucoup de Johnny Ive et Sam Altman, leur objet. Voilà, Johnny Ive, on le rappelle, avait monté sa société de design, disant je vais inventer l'objet du futur. Sam Altman, racheté pour 5-6 milliards de dollars. Ils nous prédisent toujours un objet. Alors peut-être qu'il sera sous plusieurs formes, des écouteurs, un stylo. Moi, je crois beaucoup à une sorte de portefeuille. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de leur couper un peu l'herbe sous le pied, leur dire on travaille sur des wearables. Toute la Silicon Valley, même toute la Chine travaille sur des wearables. Il y a aujourd'hui des choses au-delà du téléphone. Alors ça peut l'être. Le problème, c'est que après il faut délivrer, parce que si c'est juste un contre-feu et que Hives et OpenAI sont prêts à délivrer un moment, il faudrait qu'en face il n'y ait pas un autre fiasco. Moi, ce qui m'angoisse, moi je suis pas un Apple, je suis totalement Android, mais ce qui me choque un peu dans la culture d'Apple, c'est que Apple, c'est un écosystème. Le modèle, c'est quoi ? S'il y a un mois, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à faire un Siri performant et que c'est Gemini qui allait être la colonne vertébrale de Siri, de l'iPhone, sortir un nouvel hardware dont il n'est pas l'operating system, ça n'a pas de sens dans le business model d'Apple. Ça n'a pas de sens chez Apple. Je suis d'accord avec toi, c'est même inédit. Là, on est dans l'inconnu. Ouais, après, souvenons-nous, lorsqu'on écoute le discours de Steve Jobs quand il lance l'iPhone 1, on était tous émerveillés. Quand tu regardes un peu tous les défauts, il y en avait quand même beaucoup aussi. C'est donc on peut leur dire qu'il tâtonnait quelque part. User first, l'écosystème. Enfin, c'est juste un petit exemple. C'était quand même la grande période où en face, Nokia expliquait qu'ils étaient les premiers à avoir un téléphone que tu n'avais besoin de recharger qu'une fois par semaine. Le week-end, tu pouvais partir sans ton chargeur. Et BlackBerry, c'est avec son clavier. Voilà. Et les premières remarques sur l'iPhone, c'était oui, mais il va falloir le recharger tous les soirs. Ouais. Bon, ça a créé tout un business des ventes de chargeurs. Voilà. Et pourtant, il avait un peu tâtonné au début, puisqu'on un iPod qui faisait des téléphones, enfin, c'était tout ça. Allez, on va marquer une courte pause, on va se retrouver juste après. J'aimerais qu'on aille faire un tour à Davos avec vous. On a leur closier, Nathan Cocampo qui était là-bas. On a réussi à voir Jensen Huang, Arthur Mensch, voilà. Mais savoir un petit peu ce qui s'est dit à Davos, et justement, on va écouter Jensen Huang dans un instant, juste après la pub. On se retrouve et on vous fera un peu réagir sur ce qui a pu se dire à Davos autour de la tech. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, retour Tech & Co avec nos 3 débriefeurs du soir. Lucas Perrodin, expert en IA, Philippe Devos, fondateur de Phileos, et Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Hornor Media. On va partir à Davos, parce que l'intelligence artificielle est bien sûr au cœur des discussions. Là-bas, dans la petite ville suisse, de nombreux patrons de la tech ont fait le déplacement. On a vu Jensen Huang, je crois qu'Elon Musk qui était d'ailleurs cet après-midi. On a vu Satya Nadella, voilà, enfin ils y sont tous. Et ce qui a frappé la plupart des commentateurs, c'est toute la réflexion autour de l'impact de l'IA sur le monde du travail. On écoute Jensen Huang, le patron de Nvidia. Il en a parlé lors de sa table ronde. Écoutez. L'IA va créer de nombreux emplois. C'est formidable qu'ils soient liés à des savoir-faire techniques. Nous allons gagner des plombiers, des électriciens, des ouvriers du bâtiment, des métallurgistes. Les salaires vont augmenter, voire doubler. Nous parlons de salaires à 6 chiffres pour les personnes qui créeront des usines de puces, d'ordinateurs ou d'IA. Et vous y croyez vraiment, là, tout ce qu'il dit, Lucas Perrodin? Bon, il prêche pour sa paroisse, oui. Clairement. Il a une armée de robots qui attend derrière, avec des puces Nvidia. On est dans... Bon, il y a une disruption. Enfin, moi, j'en suis le premier acteur, puisque avec mes entreprises, on fait de l'adoption de l'IA dans les entreprises plutôt internationales, plutôt larges, avec des niveaux de... On transforme des jours en minutes. C'est ce qu'on fait, on presse des jours en minutes. Donc on en fait partie. Est-ce que ça va créer des salaires de plombiers à 150 000 euros par an? Ça, je ne le vois pas. Alors, bon, Jensen, il est intelligent. Peut-être que son plombier à lui, pour sa maison, lui, il est payé 150 000 euros par an. Mais c'est sûr qu'on va vers une modification du marché du travail. On va vers des... Aujourd'hui, nous, on conseille les entreprises sur leur réorganisation. Les nouveaux postes de cadre, dans les qualifications, il y a bonne connaissance des prompts IA et compréhension de l'IA agentique. Que vous soyez cadre en finance, en ressources humaines, en vente ou quoi que ce soit. Donc il faut connaître la tech. Il faut que vous ayez monté en compétences. Donc il y a une transformation du marché du travail, il y a des nouveaux postes, il y a certaines choses qui étaient faites par des humains qui ne le sont plus. Le net, pour l'instant, c'est pas. Ouais, moi, j'ai l'impression que cette année 2026, c'est quand même l'année charnière où il va falloir éluder un peu tout ça et dire oui, l'IA va avoir un gros impact sur l'emploi. Juste un petit point de ce qui s'est passé sur CIA, je suis désolé, mais c'est hyper. Il y a un énorme changement en 2026. 2023, 2020, même depuis 2022, 2022, 2023, 2024, 2025, on parlait beaucoup du coût des IA d'entraînement, et de la puissance nécessaire. Là, on est passé dans l'année de l'inférence. Ce qui a été annoncé par NVIDIA CES Rubin, c'est une plateforme qui ne sert pas à entraîner des modèles, mais qui sert à faire de l'inférence, donc de l'utilisation des modèles. On est en train d'optimiser l'infrastructure parce qu'on pense que les modèles, ils vont continuer à progresser en background, mais il faut les distribuer et que les consommateurs, les entreprises puissent s'en servir et qu'ils soient hautement disponibles. Donc tout le monde est en train de passer de investissement pour entraînement à investissement pour pouvoir venir brancher des gens, modèle as a service. Là, on est vraiment passé dans l'année de l'inférence. Et là, ça va forcément avoir un impact sur l'emploi. Oui, ça veut dire qu'on va déployer de manière très très forte. Ouais. Philippe. Et ça, oui, mais ça va avoir un impact sur l'emploi, comme tout ce qui a été, tout ce qui relève de l'automatisation a un impact sur l'emploi, ce qui change radicalement. Mais là, ça va plus loin que l'automatisation quand même. Attends, ce qui change radicalement pour moi par rapport à tout ce qu'on a connu, c'est la fenêtre de temps dans laquelle ça se passe. Et cette fenêtre de temps, elle s'est raccourcie à tel point qu'elle est maintenant plus petite que la durée de formation des études supérieures après le bac. Quelle école aujourd'hui est capable de savoir ce que sauront faire ces diplômés dans 5 ans. Et on rappelle, tu as pu y réfléchir parce que tu as dirigé l'EPITA pendant quelques temps, école d'ingénieur. Et à la tête de l'EPITA, je me levais quasiment tous les matins avec cette question qui était comment est-ce qu'on tient la promesse qu'on fait à des jeunes ou à leurs parents qui investissent, puisque l'EPITA est complètement privé, pour, dans 5 ans, être à l'état de l'art. Alors, l'état de l'art, dans l'informatique, il fallait déjà deviner, mais l'état de l'art, maintenant qu'il y a l'IA, ça devient de la folie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir une agilité extrême pour être capable de refondre ses programmes quasiment à l'année. Et ça veut dire, petit message à ceux qui encadrent et qui administrent l'enseignement supérieur en France,
Ça veut dire qu'il faut une agilité extrême de la part des fonctionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour continuer à qualifier les écoles sérieuses, parce qu'il y a tellement de formation sur la place que tout le monde s'y perd. Donc il faut des labels de qualité, c'est extrêmement important, mais on ne peut plus les baser, ces labels, sur la qualité des programmes sur 5 ans et sur le syllabus qui est proposé en dernière année. Parce que ce syllabus, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a vocation à changer tous les 6 mois. Et donc c'est ça ce moment très particulier. C'est la vitesse d'adaptation, à la fois individuelle et collective. Lucas puis Marion. Lucas. Il y a quand même un certain nombre de choses. Alors nous, on pratique l'IA depuis avant. Enfin, moi, je suis parti de chez Facebook parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit on fait quelque chose qui s'appelle un perroquet stochastique. C'était l'ancien nom des LLM. Et il m'a dit un jour, on aura des conversations tellement satisfaisantes dans WhatsApp avec des robots qu'on fera nos achats et ça change. Ça, c'était avant. Donc, je suis parti, j'ai dit, il faut monter une boîte, on va le faire. Et heureusement que ChatGPT est sorti parce que ça nous a mis sur une rampe de lancement. Mais il y a des choses dont je pensais qu'elles allaient s'améliorer, enfin, qu'elles allaient changer. Par exemple, la capacité à prompter, à comprendre. En fait, comprendre qu'on passe d'outils déterministes à outils non déterministes et à les apprivoiser et non plus les maîtriser, c'est un savoir fondamental qui doit être au cœur de toutes les études d'ingénierie, de commerce. Et ça, pour moi, ce sera vrai dans 10 ans parce qu'on a changé vers du probabiliste par rapport au déterministe. Donc, il faut reformer les savoirs, mais il y a vraiment des savoirs fondamentaux qui sont evergreen, qui sont des investissements à long terme et qui seront l'esprit critique, le jugement, donc toutes ces choses-là, il faut les travailler. Donc pas apprendre par cœur, mais tout ça pour moi, ça va durer encore 10 ans. Marion ? Avec quand même quelques effets sur le cognitif qui ne sont pas neutres quand même, parce que le fait d'apprendre en tant qu'être humain nous fait devenir aussi. Et ça, c'est vrai que, comme tu dis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, la fenêtre de temps, elle est presque trop courte par rapport à tout ce qu'on nous promet. Je dis bien nous promet parce que je pense que parfois, il faut un peu redescendre aussi sur Terre. Quand on regarde les études, je les ai regardées cet après-midi avant de venir ici. Oxford a mené une étude très sérieuse, comme Yale a sorti une étude au mois d'octobre dernier sur l'impact de l'IA sur l'emploi aux États-Unis. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Alors après, il y a des facteurs contextuels qui font que c'est pas encore la révolution explosée. On n'a pas la tête de fusée. Ça va se mettre en place et il va y en avoir, c'est certain. Mais aujourd'hui, depuis la naissance de ChatGPT en 2022, il n'y a pas sur les emplois exposés à l'IA, exposés un peu, beaucoup, pas trop. Aucun mouvement. Il faut se méfier. Ça, c'est dû à l'humain et pas à l'IA. C'est dû à l'inertie d'adoption. C'est pas dû aux capacités des modèles d'IA. Moi, je ne suis pas dans le manichéisme à dire c'est bien, c'est mal. En fait, on parle d'adoption. Également, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut. En tout cas, ils ont étudié de près, la gestion du changement, c'est quelque chose de compliqué. Dans le monde des entreprises qui ont prise directe avec ces études-là, qui sont encore une fois très sérieuses, ils ont dit non, nous, on va pas changer nos postes pour ça. Quoi. Je suis d'accord, ça avance, mais je trouve quand même que là, et c'est pour ça que je le dis, moi je pense que 2026, ça va être l'année où on va éluder un peu cette question et dire ça supprime des emplois, ça modifie le marché et les équipes de développeurs, là je parlais hier avec un patron de SN, il me dit aujourd'hui on en a plus facilement sur le marché. Alors, en France, il y a un peu cette histoire, parce que vous avez vu que Capgemini avait licencié 2400 personnes. Alors, c'est plus parce que les contrats baissent aussi, les entreprises s'interrogent beaucoup, le contexte géopolitique, etc., les incertitudes fiscales, etc. Donc, on voit les contrats de Capgemini ont reculé. Atos aussi a des ventes moins bonnes au dernier trimestre. Il n'y a pas encore cet impact fort de l'IA, mais moi, je trouve que ça commence à se... Moi, je fais des keynotes. J'en ai fait une en Angleterre, j'en fais une en Italie, j'en fais dans le monde entier. Et nous, on transforme. Il faut être clair avec les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, si vous êtes cadre et que dans votre journée, vous n'êtes pas en train de parler à un humain, vous devriez probablement être en train de parler à une IA. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas en train de donner des instructions à une IA pour qu'elle fasse le travail que vous auriez fait manuellement ou d'avoir une stratégie, vous êtes en train d'utiliser une calculette au lieu d'utiliser Excel. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, alors je sais que les études, et je comprends tout à fait, et je le crois parce que nous, on fait la transformation, on fait l'adoption. En fait, l'adoption, il y a une inertie d'adoption, une résistance au changement, il y a une peur, ce qui est tout à fait tout à fait Mais à Davos, ça s'est senti. C'est quand même un thème qui est sorti de la puissance sous-jacente de ce qui est en train d'arriver est
indiscutable. Il y a beaucoup Garanti. d'externalités négatives aussi, il faut le dire. L'IA, c'est pas que formidable, c'est aussi beaucoup quand même Non, mais je dis pas que c'est formidable. de questionnements sociaux. Enfin, je veux dire, on va pas refaire les débats sociétaux qui ont lieu à Davos d'ailleurs, j'imagine, mais il y a des questionnements importants à faire aujourd'hui. Et c'est normal que cette adoption, elle soit un peu lente quelque part. Parce que autant se poser les questions maintenant. Du point de vue sociétal, oui, mais du point de vue économique, du point de vue productivité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Elles vont pas vers des POC pour des POC. Les entreprises, elles ont besoin de pragmatisme, de dire, voilà, qu'est-ce que ça fait? En tout cas, moi je pense que productivité, hier soir, j'étais avec un DSI, il m'a dit, nous, je pense que d'ici la fin de l'année, on a divisé notre nombre de développeurs par 3. Alors ça va se reporter sur les prestataires, pas sur l'interne, mais voilà. Et donc je pense que moi, mes développeurs, ils font 5 fois plus de devs que les développeurs que j'avais quand j'étais le boss d'HP.com. Ils sont 5 fois plus productifs. Enfin, et je le vis tous les jours. Après, il faut que si tu as 5 fois plus de projets, tant mieux. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai sondé un patron d'une école très connue de code qui m'a dit, je suis désolée, mais moi, le code simple, oui, ça le fait, mais les codes compliqués aujourd'hui et les nouvelles versions de code, l'IA ne le fait pas. L'IA ne le fait pas. Courageux. Ouais. Donc c'est non mais je veux dire, il y a pas de manichéisme, je pense qu'il faut garder les mains tous les jours. Moi j'avais ce débat hier soir. Et il faut garder les mains dedans, il faut rester curieux. Moi ce que je vois, c'est que ça progresse à toute vitesse. Alors ce qui est très déroutant, c'est que comme ça progresse à toute vitesse, toutes les 3 semaines, il faut changer d'environnement si on veut pouvoir craquer des problèmes qu'on s'échine à essayer de craquer, qu'on n'arrive pas à craquer. Mais non, Mais il y a de la gestion du changement avec les développeurs aussi. Le problème, c'est que le développeur doit arrêter de développer, il doit apprendre à utiliser le bon outil au bon moment pour la bonne tâche. Et finalement, c'est aussi c'est difficile pour un développeur expérimenté de s'adapter à l'IA. Et puis tu sais, dans une boîte à outils dans lequel je te rappelle que ton monsieur bricolage de service vient très régulièrement toutes les semaines enlever 2 marteaux, rajouter une pince et un outil que tu connaissais pas. Et puis peut-être que c'est pas au niveau du développeur, c'est peut-être en amont aussi tout ce qu'on doit monter en amont, l'architecture et tout ça, où là l'IA va être importante. Ouais, mais les offres, elles sont elles ont le temps. Allez, tiens, autre sujet, on va. Vous savez que les négociations s'accélèrent. Hein. On change. On reste dans la tech évidemment. Les négociations, on change de sujet. On va parler télécom. Les négociations s'accélèrent entre SFR et ses concurrents. Bouygues, Orange et Free sont prêts à augmenter le prix de leur offre pour SFR. Selon nos informations exclusives BFM Business, ils ont signifié au propriétaire de SFR, Patrick Drahi, leur intention de débourser non plus 17 milliards, mais 20 milliards à l'automne. Ils viennent de lancer d'ailleurs un audit des comptes de SFR pour présenter cette offre ferme d'ici fin mars. On écoute Mathieu Pechperti qui a enquêté là-dessus et on revient juste après. Bouygues, Free et Orange ont entamé il y a quelques jours un examen approfondi des comptes de l'opérateur télécom. Jusqu'ici, son propriétaire Patrick Drahi refusait cet audit, mais juste avant les fêtes de Noël, les 3 opérateurs lui ont signifié qu'ils envisageaient de réviser à la hausse le prix de leur offre de rachat de SFR. Selon nos informations, ils sont désormais prêts à mettre près de 20 milliards d'euros sur la table, soit 3 milliards d'euros de plus que le premier prix proposé au mois d'octobre. Un prix minimum que demandait Patrick Drahi pour poursuivre les discussions avec ses concurrents. Les audits devraient maintenant durer environ 2 mois. Bouygues, Free et Orange veulent proposer une nouvelle offre ferme fin mars pour l'envoyer ensuite à l'autorité de la concurrence. Un examen d'1 an sera alors nécessaire pour valider le rachat de SFR que tout le monde espère signer avant l'élection présidentielle en avril 2027. Alors, voilà, on va suivre cet épisode. Alors, ça dure depuis un moment. Ça va encore durer puisqu'ils espèrent boucler tout ça avant l'élection présidentielle 2027. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut ? Oui, 3 opérateurs. Alors, François Sorel avait eu le patron d'Iliad, il me semble, lui a demandé, tiens, si vous n'êtes plus que 3 opérateurs, est-ce que les prix augmenteront ? Elle avait dit non. Xavier Niel s'est toujours engagé à ça, parce que c'est la crainte que l'on peut avoir. Après, oui, il y aura peut-être un peu de casse sociale, parce qu'évidemment, il y a des choses redondantes. Mais est-ce que c'est bien ? Philippe, toi qui as bien connu ça, je rappelle que tu es un des cofondateurs de Wanadoo, tu es un expert dans tout ce suivi de ce marché télécom. Voilà, de toute façon, on ne peut pas continuer avec ces 4 sous cette forme-là. SFR a beaucoup trop de dettes. Oui, manifestement non. On est en train de refermer un chapitre de l'aventure de la dérégulation des télécoms européennes, imitant avec 20 ans de retard la dérégulation américaine. Au moment où ça se produit, les Américains étaient revenus à 3 opérateurs. On va peut-être arriver à 3 opérateurs en France. On a les prix les plus bas d'Europe ou presque.
Sauf que quand on a les prix les plus bas, les marges d'investissement sont relativement plus faibles. Et il faut continuer à investir. Voilà. Donc, non, pour moi, ce qui m'intéresse, ça va être de savoir si, une fois que cette consolidation éventuelle sera faite, on aura droit à moins de fuites de données, puisque je rappelle que dans les 4 protagonistes, il y en a 3 qui ont fuité et qui ont perdu, enfin, qui ont... Ça, c'est ton dada. Hein. Tu voulais qu'on parle de ce sujet. Allez, on ouvre cette mais il y a eu des parenthèse. exfiltrations. Non, mais il y a quand même eu des fuites de données chez 3 des 4 opérateurs qui allaient de quelques millions à quelques dizaines de millions de comptes dans la nature. Alors, pas d'informations sensibles, mais néanmoins des informations d'identification. Ce que j'espère au moins, c'est que les Français seront un peu plus sécurisés quand ils téléphoneront. Oui. On a d'ailleurs le groupe Iliad, à travers Free Mobile et Free Pro, ont pris, je crois, c'est une quarantaine de millions d'amendes pour justement cette fuite de données en octobre 2024. On y reviendra. Comment, tiens, un regard, tu vis en Angleterre, en Angleterre c'est 3 opérateurs aussi. Ouais. Alors, il y a des MVNO aussi, plus que chez nous. 3 et O2. Oui. Moi, quand je vis en France, j'ai un forfait Free en France parce que il me fait rêver. Moi, le marché français des télécoms. C'est combien en moyenne un abonnement standard en Angleterre de 35, vous trouvez rien du tout. Bon, après, ça va être data illimitée, appel illimité en Angleterre, et puis en roaming, c'est des charges monstrueuses. Enfin, c'est la France des années 2005, les prix en Angleterre. Bon, moi, je trouve qu'ici, on est gâtés. J'ai une virtual SIM free, et comme ça, quand je suis en France, je passe dessus. J'ai un truc illimité, au débit, incroyable. Donc, je pense que les Français sont gâtés, pour le coup. J'espère que j'y connais pas grand-chose en opérateur, mais j'espère que ça ne va effectivement pas leur coûter et que j'aimerais bien avoir un acteur comme Free en Angleterre. Alors dans l'offre, il faut savoir qu'ils vont compartimenter, parce qu'il y a SFR a bien entendu une partie entreprise qui va être, tout ça va être découpé en tranches et puis repris par les uns les autres. Enfin, si ça se fait, encore une fois, il faut que Patrick Drahi accepte, il faut que il y a du droit social aussi derrière, parce que derrière tout ça, il y a quand même des hommes, des femmes. Donc il y aura le choix longtemps. Marion. Je ne vais pas refaire l'histoire des télécoms en France, mais c'est vrai qu'on a été longtemps la grande patrie des télécoms et de la télématique, et que c'était quand même déjà un fait assez rare d'avoir autant d'opérateurs. Donc la concentration de marché, elle est un peu évidente. Oui, de toute façon, globalement, qu'est-ce qui va les intéresser ? Ça va être le parc d'abonnés, ça va être... 20 milliards quand même, hein. Je trouve le coût, pour moi, me paraît énorme. 20 milliards, oui, mais il y a quelques assets quand même derrière. C'est une année de chiffre d'affaires d'AirPods chez Apple. Voilà. Ouais, c'est ça. Et SFR Entreprise, je crois que c'était quand même une filiale qui marchait pas mal. Non, mais c'est sûr que ces chiffres-là s'appuient sur des... Ça fait, mais je trouve que je serais curieux de voir le coefficient multiplicateur. Il y a beaucoup de dettes. Il y a énormément de dettes, non ? Ah oui, pour SFR, oui, je ne sais pas comment se monte la dette, mais c'était de l'ordre de plus de 36... Oui, mais c'est... Patrick Drahi a fait du montage financier une priorité au détriment de l'industriel. Ce qu'il faut voir, c'est derrière, c'est si ce n'est pas le consommateur, l'entreprise qui va pâtir. On va voir en tout cas, en Europe, on a 27 pays, on a 27 multiplié par 2, par 3 aux opérateurs. Les Chinois, c'est 3 opérateurs, les Américains, c'est 3 opérateurs, avec des prix beaucoup plus élevés, hein, tu l'as dit, même en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, derrière, il faut investir. Et justement, on va arriver au... moins cher en France qu'aux US. Aux US, par exemple. C'est $100. Hein. C'est incroyable. Et ça ne marche pas très bien. Ouais, ça ne marche pas très bien. On est quand même plus avancé. Et justement, on va venir à un sujet qui a vraiment un lien avec ces opérateurs. C'est les GAFAM qui ne paieront pas pour la fibre européenne. Un pas en avant, un pas en arrière. Le Parlement européen, hier, a mis en pause l'accord commercial durement négocié l'été dernier avec les États-Unis. Une manière de s'imposer face à l'agressivité de Donald Trump. Mais le même jour, la Commission, elle, a confirmé une concession majeure faite à Trump lors des négociations commerciales. Les GAFAM ne paieront pas pour financer les réseaux télécoms européens. On écoute ce que nous en dit Astrid Olivier, on revient juste après.
Google, Meta, Netflix ou Disney+, ils n'auront pas à financer la fibre européenne. C'était pourtant une demande de longue date des opérateurs télécoms. Faire payer l'utilisation de leur réseau aux plateformes américaines, à l'image des camions qui paient le péage pour utiliser les autoroutes. D'abord retenu par Bruxelles, qui cherche 200 milliards d'euros pour rénover et étendre ses réseaux, le péage du numérique a finalement été abandonné dans la dernière mouture du règlement. Une concession de la Commission européenne lors des négociations de l'accord commercial avec les États-Unis. Plutôt une occasion manquée, selon l'eurodéputée Place Publique Aurore Laluc. À un moment, il faudra de toute façon cibler les points forts des États-Unis. Les GAFAM, les Big Tech, font 25% de leur chiffre d'affaires chez nous. Ouais. Il faut à un moment menacer de les taxer parce que c'est pas possible qu'on laisse les États-Unis nous traiter de la sorte. Si la situation s'envenime avec Donald Trump, les GAFAM pourraient être utilisés par les 27 comme arme de négociation, ce qui reviendrait à devoir réécrire le règlement du numérique qui vient d'être présenté par la Commission et qui retarderait de fait la mise en place prévue dans 2 ans du marché unique des télécoms, censé moderniser et assurer la compétitivité européenne. Voilà, donc pour résumer, les GAFAM, ils génèrent 50 à 60% des trafics Internet. On ne les voit pas du tout dans le financement des réseaux, alors sauf les grands réseaux, les fibres optiques et tout ça, intercontinentales à travers, sous-marines notamment. La fibre est financée sur le continent quasi exclusivement par les opérateurs. On a parlé de 3 tout à l'heure. Et les plateformes, elles monétisent des usages et puis il n'y a pas de rétrocession. C'est normal, c'est pas normal, c'est compliqué. La Commission européenne, elle... voilà, il y a un Donald Trump qui vient un peu mettre la pagaille dans l'équation. Lucas ? C'est un peu plus compliqué que ça parce que les opérateurs vendraient moins de box et de forfaits s'il n'y avait pas les GAFAM. Oui, ils n'auraient pas de contenu. Ouais, ils n'auraient pas de contenu. Donc, c'est beaucoup moins manichéen que ça. Bon, moi, j'ai bien connu de l'intérieur en plus dans mon... Eux, ils disent on investit donc, à la fois dans les contenus, à la fois dans les data centers, à la fois dans tout ce qui est le CDN, quoi, le contenu délivré, les contenus de réseau, dans la fibre optique sous-marine. Ouais. Mais donc voilà, d'abord, très clairement, ils ont des clients parce qu'il y a des GAFAM, pas à 100%, mais on va dire que la moitié de leurs clients sont là parce qu'il y a des GAFAM pour consommer la bande passante. Parce qu'il faut rappeler, un Français, un Européen moyen, ça passe 6 heures en ligne par jour et à peu près la moitié sur les réseaux sociaux. Donc sans réseaux sociaux, il n'y a pas de consommation. Ceci dit, c'est assez contre-productif pour les GAFAM parce que les GAFAM, elles ont besoin d'une bonne infrastructure pour améliorer leurs services et proposer de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. L'instantané, on ne veut plus l'écran qui... Si on veut faire de la réalité augmentée avec du edge computing sur des lunettes connectées, il faudra que le réseau soit meilleur. Si les gouvernements ne laissent pas les GAFAM construire leur propre réseau privé sur les marchés, ce qui ne va pas être le cas, de toute façon, elles ont intérêt à ce que le réseau soit meilleur. Donc, je ne serais pas surpris que ça se refasse de gré à gré parce que Google a besoin qu'il y ait une meilleure fibre en Europe. Pour pouvoir vendre plus de services. Négocier en direct, aller voir. C'est dans leur intérêt, c'est contre-productif pour eux d'avoir une moins bonne infrastructure. Marion ? Moi, c'est exactement ce genre de sujet qui me fait lancer sur une newsletter dédiée à sa technologie et géopolitique, parce que, en fait, là, dans le contexte actuel, pour rebondir sur cette actualité, là, je vais y arriver en particulier, c'est qu'il y a un jeu de coercition entre Trump et Van der Leyen, qui ont évidemment, comme ça a été dit dans le sujet, quelques petites frictions sur les droits de douane, et ça va être un petit peu, non pas pétrole contre dollar, mais DSA contre dollar. Tu m'embêtes, je t'embête. Donc on voit bien que d'ailleurs, c'est maintenant assez connu que toute la régulation européenne va être au centre du jeu de Trump, qui va mettre la pression sur les Européens pour ne pas, surtout pas barrer la route aux GAFAM. Ceci dit, ce sujet-là, si on le remet un peu dans l'histoire, il est très ancien en fait, depuis que Internet existe. Et d'ailleurs, on oublie au passage des data centers comme Equinix, qui aujourd'hui sont garants du trafic Internet en Europe, avec un des premiers nœuds Internet au monde, qui se trouve en Allemagne. Donc, et tout ça, c'est un écosystème. Mais qui héberge lui-même tous ces exactement. Mais c'est toute une chaîne de valeur, on le sait. Enfin, tous ceux qui sont là depuis un moment dans le secteur tech le savent très bien. Mais c'est aujourd'hui ce qui est très différent, c'est qu'on touche aux bijoux de famille, c'est-à-dire les GAFAM et leurs profits, en fait, leurs méga profits, effectivement, 25% de chiffre d'affaires, des trafics monstrueux.
Et au cœur de ça, des acteurs qui sont un peu démunis par rapport au fait de ne pas finalement avoir ce péage. On parlait d'ailleurs de péage avec les devoir investir, mais en plus de devoir investir pour répondre à la... Et de devoir investir. Attention, parce que, juste pour terminer là-dessus, attention aux GAFAM et surtout aux opérateurs, c'est qu'il va y avoir d'autres acteurs demain. Ça ne vous a pas échappé qu'Amazon... Jeff Bezos va lancer, comme Starlink, son réseau Internet extraterrestre avec des data centers. Donc, le jeu qu'on discute aujourd'hui ne sera peut-être plus le même. Le satellite, c'est le facteur X. Philippe ? Bon, moi, je pense qu'il va falloir que je vienne dans ta newsletter, Marion, parce qu'on a 2-3 trucs à se raconter. En t'écoutant, je me disais, c'est intéressant... Hors normes médias, je le rappelle. Merci. C'est intéressant. Donald, finalement, sur ces sujets-là, pour se faire son opinion ou pour se faire le porte-voix ou peu importe, il écoute 10 personnes. Il y a 10 personnes, il y a 10 conversations qui vont lui permettre de décider de l'orientation géopolitique des USA dans la tech. Je ne sais pas combien de personnes Ursula doit écouter, je ne sais pas si elle comprend ce qu'il leur raconte, mais je pense déjà qu'on a un déficit de culture qui est lié à cette fragmentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Marion l'a très bien rappelé, tout repose depuis le début sur un gigantesque malentendu qu'on n'a jamais vraiment expliqué, jamais vraiment assumé. C'est que l'architecture d'Internet, elle est construite sur le peering, c'est-à-dire sur l'échange de trafic sans rémunération, et les opérateurs ont à l'époque, et sont encore aujourd'hui, des réseaux d'accès à cette infrastructure. Ils ont 2 points de faiblesse. La première, c'est que ce à quoi ils donnent accès, ils ont un mal de chien à le valoriser. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Lucas, quand tu parlais du rêve de venir en France pour avoir du débit. Mais est-ce que tu serais prêt à payer ton débit à un prix plus élevé ? La réponse est non. Tu attends que même ça... débit, mais il est moins cher en France. C'est ça. Non, mais voilà. Mais pourquoi ? Parce que regardez aujourd'hui les offres des opérateurs, et notamment des opérateurs mobiles. La voix, c'est fini, on n'en parle plus. On vous parle juste de gigas. Quelqu'un est capable de mettre une valeur sur 1 giga ? Non. Et donc, on se retrouve avec des opérateurs d'accès qui se battent sur des prix pour essayer de vendre quelque chose qui est complètement intangible et dont les GAFAM ne veulent surtout pas. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, dans cette histoire, pourquoi les GAFA ne deviennent pas des telcos ? Surtout pas. Surtout pas, parce qu'un telco, c'est hyper régulé. C'est hyper régulé sur le plan géographique, sur le plan des fréquences, etc. L'accès à tous. Et c'est exactement ce que disait Lucas tout à l'heure. Alors Starlink est un tout petit peu régulé, parce qu'il y a quand même des bandes de fréquences qu'il faut utiliser pour passer de l'espace au sol. Et puis il y a des stations au sol, mais la régulation, elle est minimale. Et donc, les telcos sont en risque, et les régulateurs et tout l'écosystème... Et d'ailleurs, le régulateur de l'Union internationale des communications, la gouvernance est américaine, donc elle est en faveur des Américains. La question, c'est est-ce qu'on peut passer par-dessus l'infrastructure avec du satellite ? Mais ce qu'on a... Et l'expérience utilisateur de Starlink montre que oui. Montre qu'on est capable de rendre toute une série de services. Pourquoi ? Parce que tous les services qui étaient au départ les accès permis par les telcos sont devenus des apps. Aujourd'hui, il n'y a plus une manière de téléphoner, il y a 5 ou 10 apps qui permettent de faire comme si on téléphonait. Mais c'est le cadre, la question, c'est le cadre réglementaire. C'est si les telcos sont réglementés et pas les accès satellites, il y a un problème de fair competition, et là, ça va être très compliqué. Mais bon. Bon, en tout cas, très rapidement, alors tu l'as rapidement évoqué, tu as fait une petite étude sur le périmètre du CAC 40, sur la fuite de données. Je voulais juste qu'on en dise un mot. Oui, mais il se trouve que dans les activités de Phileos, il y a un volet cyber sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année. Et à l'occasion d'une mission que j'ai faite, et dans la foulée de cette mission, on s'est aperçu d'un sujet qui n'est pas forcément très bien et toujours très bien expliqué. Quand on parle de fuite de données, et Dieu sait si les fuites de données aujourd'hui, elles sont massives, elles sont de plus en plus fréquentes, elles touchent notamment des acteurs, y compris des acteurs publics, je pense à l'URSSAF. La France Travail. Ce sont des fuites essentiellement de données d'identité ou de coordonnées qui déjà sont très graves, parce qu'en tant que telles, elles permettent par recoupement d'en savoir beaucoup sur quelqu'un et de pouvoir éventuellement faire levier aux pressions sur lui. Mais il y a autre chose dont on parle beaucoup moins souvent, qui sont les fuites de ce qu'on appelle les credentials, c'est-à-dire des couples identifiants mots de passe. Il y en a une partie qui remonte sur des sites publics, comme par exemple Have I Been Pwned, mais il y en a toute une partie qui ne remonte jamais et qui circule. Et
Moi, j'ai pu, avec une des équipes avec laquelle je travaille, très regarder. rapidement, juste pour qu'on arrive à... C'est pas compliqué. Sur le mois de décembre, il y a eu 3,3 millions de données de credentials concernant l'ensemble des sociétés du CAC 40 et tous les domaines dont elles ont contrôle. Sur le dernier trimestre 2025, on est à 10 millions. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas donner de nom là, mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre le type d'entreprise, son chiffre d'affaires et son exposition à des fuites de données. Même si 90% de ces identifiants mots de passe ne sont probablement plus actifs ou bien que les mots de passe ont été changés, s'il en reste 10%, c'est 10% de portes d'entrée qui peuvent concerner absolument toutes les entreprises. Comme on dit avec l'IA, tu peux un peu mélanger tout ça et faire... Shadow AI. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes dedans, faites-moi signe, parce que je pense qu'il y a vraiment un énorme sujet dont on n'a pas la mesure aujourd'hui correctement. Eh bien, on te fera revenir ici, voire même dans Tech & Co Business, pour voir comment on cible beaucoup les entreprises. Avec plaisir. Merci Philippe Devos, fondateur de Phileos. Lucas Perrodin, expert en IA, qui revient en février, voilà, avec beaucoup de changements, beaucoup d'histoires à nous raconter. Et Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Hors-Normes Média. Tu as déjà un nouveau pigiste là en face de toi. On va se parler. Merci à tous les trois de nous avoir apporté votre éclairage sur cette actu. Alors tout de suite, le Tech Flash avec Léa Benaïm, mais ensuite, restez avec nous, on reçoit la patronne de Booking France et on enchaînera aussi avec, on parlera robot avec notre dernier invité ce soir. Allez, restez avec nous sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Le Tech Flash, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité tech aujourd'hui. Bonsoir Léa Benaïm. Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Et à la une, c'est l'hécatombe chez Ubisoft. Le géant français du jeu vidéo a annoncé hier un grand plan de réorganisation qui s'accompagne au passage de grandes économies. Parmi elles, l'annulation de 6 jeux et le report de la sortie de 7 autres. Ubisoft prévoit également une perte opérationnelle d'1 milliard d'euros cette année. Le titre a clôturé en baisse de presque 40% à la bourse de Paris. Dans la course à l'Internet par satellite, un nouvel acteur entre en jeu, c'est Jeff Bezos, avec son entreprise Blue Origin, qui a dévoilé aujourd'hui sa constellation TerraWave, une offensive de 5000 satellites qui seront déployés à partir de fin 2027 et qui s'adresse aux entreprises et aux institutionnels. Une mauvaise nouvelle pour notre constellation européenne OneWeb, qui se positionne sur le même marché. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché du satellite. Et puis, selon le site The Information, Apple pourrait lancer un nouveau produit. Et oui, il s'agit d'un badge connecté bardé de caméras et de capteurs de la taille d'un AirTag et surtout doté de capacités IA. Un produit qui sortirait dès l'année prochaine dans l'optique d'inonder le marché avec 20 millions d'unités produites. Et puis c'est la fin d'un bras de fer de plus de 4 ans entre Washington et Pékin. À partir d'aujourd'hui, TikTok devient officiellement une entité américaine aux États-Unis. Le résultat d'un accord de restructuration inédit imposé par Donald Trump à ByteDance. La nouvelle entité est valorisée 14 milliards de dollars et sa maison mère chinoise conserve une participation minoritaire, mais sous le seuil autorisé par la nouvelle loi américaine. Et puis retour en France, où les négociations s'accélèrent entre SFR et ses concurrents. Selon les informations de BFM Business, Bouygues, Orange et Free sont prêts à augmenter le prix de leurs offres. 20 milliards d'euros contre 17 proposés à l'automne, soit 3 milliards de plus. Les 3 opérateurs viennent de lancer l'audit des comptes d'SFR pour présenter une offre ferme d'ici fin mars. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain à 21h30 sur BFM Business pour De quoi je me mail, votre rendez-vous du week-end, qui est normalement avec François Sorel, mais cette semaine, c'est Anthony Morel, une émission que vous pouvez retrouver ensuite en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Et cette semaine, au programme, la fuite des futurs Samsung Galaxy S26. On écoute un extrait. Moi, je pense que Samsung, Apple gagneraient à arrêter de sortir des téléphones tous les ans, parce que clairement l'innovation elle suit pas quoi. Hein, donc c'est pas grave, On va niquez moins la planète et sortez des produits quand vous avez avancé quoi. Mais là il y a vraiment rien à parce qu'on a à peu près tout. Hein. On a les specs, on a le design. C'est vrai que le design, si on te le dit pas et que t'es pas vraiment fan Samsung, tu fais même pas la différence avec le 25, si ce n'est l'îlot photo qui change un petit peu, c'est vrai. Et sinon faut quand même y aller à la loupe quoi. Mais sinon il y a rien à sauver là. Enfin, on
est sur du consensuel, on est sur du connu. Voilà. C'est moi qui dis ça, Damien. Tu te lances en politique quand ouais. Acheter Samsung, c'est carré. Non, on est sur un format qu'on connaît bien, mais il y a plein de gens qui sont très contents de retrouver ce qu'ils ont déjà dans leur poche. Et on a un cycle de renouvellement des smartphones qui est tous les 3 ans. C'est vrai qu'en 3 ans, le téléphone n'a pas changé, donc on est sur un terrain très très connu pour le coup. Moi, il y a une fonctionnalité qui m'a bien plu, les amis. Oui. Le privacy mode. Là. Oui, je trouve que c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment cool. Voilà de quoi je me mêle avec Anthony Morel à la présentation. Ce sera demain soir 21h30 sur BFM Business. Tiens, demain, on salue aussi la nouvelle émission de Jean-Baptiste Huette, Air et Défense. On y parlera évidemment. Alors là, c'est demain la ministre des Armées Catherine Vautrin qui en sera l'invitée. Ce sera le diffuseur à partir de 12h30 demain sur BFM Business. Allez, tout de suite, on part en voyage. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Vanessa Heidorf, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale France de Booking.com. Donc voilà, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, connaissent ce site. 31 millions d'annonces au total. Présent en France depuis 2004 déjà. Oui, ça fait quelques années. Alors évidemment, il y a les maisons de campagne. On pense souvent aux hôtels, mais il y a les maisons de campagne, les appartements urbains, des villas. 175 000 destinations, 220 pays et territoires à travers le monde. Et 79% des consommateurs français déclarent vouloir utiliser l'IA dans la planification. Et justement, on va parler de tout ça avec vous. Alors justement, parce que Booking utilise déjà beaucoup les données pour des recommandations. Qu'apporte de plus l'IA? Et on va parler justement de ces 2 nouveaux outils que vous introduisez, Smart Messenger et Auto-Reply. Oui. Alors en effet, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les consommateurs souhaitent utiliser l'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on souhaite faire et ce qui va nous aider, c'est qu'on souhaite vraiment résoudre la complexité de l'organisation du voyage. C'est pas facile de se dire il faut qu'on réserve un hébergement, comment on y va, on prend un taxi, on prend un train, on prend un avion, on a différentes applications. La totalité de la chaîne. Voilà, la totalité de la chaîne. Et l'intelligence artificielle va nous permettre d'aider à ce que l'organisation du voyage soit moins complexe et va permettre également de nous aider à répondre de manière plus précise aux voyageurs. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, voilà, je suis une famille de 4, on veut aller au soleil, on part de tel endroit à Paris, on veut aller, une destination. Je vais prompter tout ça et Booking va me sortir un peu toutes les solutions. Ça, c'est l'idéal vers lequel on veut aller, enfin vers lequel Booking veut aller. Ça existe déjà. Ouais. C'est une fonctionnalité que nous avons développée qui s'appelle Smart Filter. Donc avant, vous cochiez un filtre que vous souhaitiez. Sauf que les filtres peuvent pas être au nombre de 100. Donc aujourd'hui, on a développé Smart Filter et en effet, vous pouvez écrire en langage naturel. Je souhaite me rendre en Italie, près du lac de Côme, en amoureux pour 3 jours. En langage naturel. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de répondre plus précisément à ces critères-là que vous nous aurez donnés en langage naturel. Vous pourrez ensuite nous demander, j'aimerais y aller lorsque la période est moins touristique, j'aimerais que mon hôtel ait une vue sur le lac. Et là, l'intelligence artificielle va nous permettre de vous répondre selon ces critères bien précis. C'est là le Smart Messenger, cette nouvelle fonction IA, c'est ça? Smart Filter. Smart Filter, d'accord. Voilà. Et alors, derrière, alors, on parle beaucoup de l'IA agentique aujourd'hui, donc c'est ça où on commande un peu, c'est l'IA qui va aller avec ces différents process, ces protocoles, discuter entre elles et chercher la meilleure offre pour nous. Ça aussi, évidemment, Booking.com y va. Oui, tout à fait. Oui, on y va. On y va avec des partenariats, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, il y a aussi Smart Messenger, c'est une application d'intelligence artificielle également pour les partenaires, pour nos partenaires. On a de l'intelligence artificielle pour les voyageurs, mais également pour nos partenaires d'hébergement. Quand on va poser une question, y a-t-il un parking dans cet hôtel? L'intelligence artificielle va prendre toutes les données nécessaires, description, ce qu'il y a dans nos 370 millions de commentaires clients, et va pouvoir répondre si l'hôtel a un parking ou pas.
assez rapidement. Donc vous voyez vraiment ça fluidifie et ça transforme quand même l'expérience du voyage. Est-ce que via l'IA, vos partenaires, alors là je me mets dans le monde amont, est-ce que eux, vous avez des offres qui leur permettent vous leur proposez, alors évidemment des données anonymisées, mais vous leur permettez de pousser un peu plus leurs offres selon la période, parce que vous connaissez bien l'habitude du monde aval, de nous, tous clients, et vous leur proposez aussi des offres pour que eux sachent mieux cibler, mettre plus en avant leur hôtel à certaines périodes de l'année. Alors, c'est eux qui vont revenir vers nous. Évidemment, ils ont des données sur leur extranet, des données qui vont leur permettre de pouvoir se positionner sur un marché, de pouvoir également connaître les flux internationaux qui arrivent dans cette région, qui arrivent dans leurs hôtels. Et avec ces données-là, vont pouvoir, s'ils le souhaitent, en effet, accéder à d'autres produits qui vont les mettre en avant ou autre. Alors, j'avais vu qu'il y avait un autre outil qui s'appelait AutoReply, c'est ça ? Oui. Alors, celui-ci sert à quoi ? Alors, celui-ci, c'est pour les partenaires d'hébergement. Ça sert à répondre extrêmement facilement à des demandes des utilisateurs. Voilà. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tous ces outils, parce qu'on le sait, on le voit, ces plateformes, il peut y avoir alors, de la fraude, alors de fausses annonces, ou alors dans des conversations. Est-ce que là, aujourd'hui, avec l'IA, vous allez être capable de mieux repérer des conversations quand on voit que la personne essaie de sortir, parce que c'est comme ça que font parfois certains qui veulent un peu escroquer, ils veulent sortir de la plateforme, on va se donner rendez-vous en dehors pour le paiement et tout ça. Aujourd'hui, l'IA, elle est capable d'aller écouter, entre guillemets, ces conversations et repérer un peu ce qui pourrait être contraire à ce que, toutes les normes que vous édictez pour vos partenaires ou vos clients au sein du site. Ce qui est important pour nous, c'est que le voyageur trouve sur notre plateforme l'hébergement qu'il souhaite. Voilà. Donc nous, on va vraiment s'atteler à répondre à ses besoins de manière extrêmement pertinente, intuitive maintenant, beaucoup plus intuitive qu'avant, pour évidemment essayer de le garder sur notre plateforme. Donc vous arrivez à voir quand il y a ces tentatives un peu, de dialogue, d'échange lorsqu'ils le font sur la plateforme. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, j'imagine. On travaille sur beaucoup de choses, ça en fait partie en effet, mais le but premier, c'est vraiment de pouvoir lui soumettre la meilleure offre aussi. La meilleure offre, voilà. Aujourd'hui, il y a quelques mois déjà, OpenAI donc a intégré la partie API de l'application directement de Booking. Là, expliquez-nous pourquoi il n'y a pas un risque de désintermédiation, parce que si je continue à dialoguer avec OpenAI, alors qu'est-ce qui empêche un jour d'utiliser les informations de Booking, mais de ne pas me renvoyer moi vers le site de Booking ? Aujourd'hui, c'est plutôt très enthousiasmant ce qui se passe aujourd'hui, dans la rupture qu'il y a technologique avec cette innovation qui s'accélère. Aujourd'hui, on essaye de créer des partenariats qui sont bénéfiques pour les voyageurs. Voilà, donc on a donc un partenariat avec OpenAI et ce sont deux entreprises qui vraiment s'entraident pour pouvoir répondre. Vous avez bien évalué ce qui peut être des... C'est intéressant aujourd'hui de savoir qu'un utilisateur de ChatGPT va pouvoir trouver une offre de 31 millions de listings via Booking. C'est intéressant également pour cet utilisateur-là. Et vous voyez, parce que ça fait quand même quelques mois que vous intégrez un peu toutes ces nouvelles technologies, alors c'est de nouveaux outils dont on a parlé, Smart Messenger et puis AutoReply, alors plutôt pour la partie offreur, mais là vous sentez qu'avec l'IA est en train de modifier un peu nos façons de voyager, on nous propose davantage de choses. Avant, on rentre sur le site booking.com avec une certaine idée en tête, et l'IA réussit à nous proposer d'autres choses. Vous le sentez ça, même dans vos études auprès des consommateurs ? Aujourd'hui, je pense qu'on arrive beaucoup plus à déceler par intuition un petit peu les besoins de l'utilisateur, bien plus qu'avant. Les utilisateurs qui souhaitent, par exemple, les voyageurs qui souhaitent, par exemple, vivre des expériences culturelles extrêmement enrichissantes. Auparavant, on pouvait avoir tendance à remonter les villes qui culturellement sont les plus discutées dans les forums, dans les commentaires, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va nous permettre également de lui proposer des offres dans des villes qui sont extrêmement riches
en termes de patrimoine culturel, mais qui ne sont peut-être pas parmi les 15 top destinations qui étaient phares. Ce qu'on retrouve un peu, évidemment, je pense aux plateformes Netflix qui, au lieu de vous proposer les 10 films avec Tom Cruise, va vous dire tiens, il y a peut-être cette série de films, et pourquoi pas des films indiens qui sont aussi des films. C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée, mais on reste quand même dans la réponse à un besoin de l'utilisateur qui serait là d'aller vivre une expérience culturelle. Ce qu'on peut voir également, juste pour rebondir là-dedans, c'est qu'il y a certains voyageurs qui font attention maintenant au surtourisme également et qui sont plus propices à aller dans des destinations, donc s'ils souhaitent vivre des expériences culturelles, qui sont moins touristiques. Donc c'est aussi des choses que l'on voit apparaître dans les comportements. Des sentiers battus. Ouais. Eh bien, merci d'être venue nous parler de tout ça. Vanessa Heidorf, vous êtes directrice générale France de Booking.com. Bon, là, on sort des vacances de février, mais on est déjà en train de préparer, même pour certains, les vacances d'été. Donc, voilà, vous allez voir comment l'IA va vous guider, vous accompagner plutôt, et puis vous conseiller peut-être dans des destinations auxquelles vous ne pensiez pas. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Nous, on va partir en voyage. On va aller, alors pas très loin, on va aller à Davos, où BFM Business est présent depuis le début de la semaine. Restez avec nous pour couvrir ce forum économique mondial. On retrouve tout de suite Laure Closier avec Benjamin Netter, c'est le fondateur de la start-up Riot. On parle cybersécurité à Davos. On est toujours depuis Davos avec la délégation française de start-up qui accompagne le président de la République. Ici, on est avec Benjamin Netter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Riot. On est dans la cybersécurité. On a passé, 4e jour de Davos. Vous avez fait quoi concrètement ici pendant ces 4 jours ? On rencontre un peu tout le monde. Donc, c'est principalement des chefs d'entreprise de tous les pays du monde et aussi les délégations étrangères, chinoises, brésiliennes, un peu de tout. Vous, votre travail, c'est la cybersécurité. Vous essayez de former les salariés à ne pas se faire avoir. Exactement. Et on forme 2 millions de salariés dans 23 pays. Et alors concrètement, c'est le mail test et je réponds pas et on voit si les salariés font attention. C'est toujours aussi simple que ça. Exactement. On leur envoie un mail, on regarde s'ils cliquent, s'ils rentrent leur mot de passe et si c'est le cas, on les forme. Et on les forme en leur disant quoi ? En disant de faire plus attention, de faire attention au sentiment d'urgence, qui est en général le plus visible, et aussi de vérifier par d'autres canaux si effectivement c'est pas une attaque. Le mail qui marche bien du hacker, c'est vite, c'est très urgent, faut faire, alors je sais pas si c'est un virement ou répondre à un truc, mais l'urgence, ça vous fait péter les plombs en fait. C'est de moins en moins un email, c'est ça ce qui est intéressant en ce moment, c'est que parfois ça passe par SMS, par WhatsApp, par Apple. Et les nouveaux formats sont en train d'exploser. Donc les attaques par email fonctionnaient déjà très bien et donc on s'attend un peu à un carnage dans les mois à venir. Mais c'est-à-dire que quand vous faites des tests sur les salariés, ils sont à peu près combien à se faire avoir aujourd'hui ? 20%. 20%, c'est pas tant que ça quand même. Enfin, c'est beaucoup. Il suffit d'une seule personne, mais effectivement, 20%, c'est quand même pas mal. Bon, ici, vous avez réussi à convaincre des entreprises que c'était important, j'imagine, parce que le risque cyber est remonté, notamment, on voit ça dans les études qu'a fait exactement le forum de Davos auprès des entrepreneurs, et clairement, le risque cyber est monté vraiment dans les préoccupations, notamment à cause de toutes les attaques qu'il y a eu ces derniers temps. J'imagine que pour vous, ça ouvre un marché phénoménal. C'est sûr, c'est le cas, et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça va empirer avec l'IA, et on se prépare à un nouveau type d'attaque, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus ciblé à l'échelle. Et donc c'est aussi pour ça qu'à mon avis que c'est un sujet à Davos, parce que c'est aussi un sujet pour les États autant que pour les entreprises. Et alors du coup aujourd'hui vous avez l'impression que les PME qu'on a beaucoup raconté sur BFM Business qu'elles n'étaient pas prêtes sur le risque cyber, que parfois elles mettaient ça un peu de côté. Aujourd'hui il y a un mouvement. Je dirais qu'il y a de toute façon un mouvement permanent depuis 10 ans qui va, à mon avis, s'accélérer. Ce qui est sûr, c'est que dans les dernières tendances, les plus petites entreprises sont de plus en plus touchées. Les hackers, c'est des gens très pragmatiques qui vont attaquer là où c'est simple. Et il s'avère que les grands groupes sont beaucoup plus équipés, donc beaucoup plus compliqués à attaquer. Et donc, la tendance aussi, une des tendances de fond, c'est les plus petites entreprises se font de plus en plus attaquer et elles doivent s'équiper. Merci beaucoup, Benjamin Netter, d'avoir été avec nous depuis Davos. Voilà, on parlait cybersécurité avec Benjamin Netter, le fondateur de la start-up Riot. Et vous voyez, il fait un peu froid à Davos, mais justement, on remercie Laure Closier qui a été tout au long de la semaine notre représentante de la tech à Davos. Allez, tout de suite, on va continuer sur la tech. On va parler robotique avec notre invité suivant. Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
mettre la robotique à la portée de toutes les entreprises, alors plutôt industrielles, mais pourquoi pas d'autres, hein. Vous avez plein d'idées certainement. Marc-Henri Froin, bonjour. Enfin, bonsoir, pardon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Nirio, créé en 2017. Alors, vous avez déjà presque 400 clients aujourd'hui. Un site à Lille pour la conception, la fabrication de ces robots. On va parler de la plateforme justement que vous avez mise en place. Juste une première question. On rentre du CES, là, toute l'équipe de Tech & Co. On a été très impressionné par tous ces robots. Alors, robots humanoïdes, robots humanoïdes manufacturiers, compagnons, bien-être, des bras articulés dans tous les sens. Vous, j'imagine, ça vous étonne beaucoup moins parce qu'on est en train de faire un grand bond dans ce domaine. Ah oui, c'est sûr que la robotique est en plein essor. Et effectivement, au salon CES, nous, on n'y était pas cette année, mais on a pu voir plein d'innovations arriver. Nous, chez Nirio, forcément, on défend un enjeu aussi de souveraineté. Donc, on est extrêmement fiers d'appuyer effectivement la capacité pour Nirio de développer ses propres solutions. Mais effectivement, à l'ère de l'IA, à l'ère de la robotique, il y a effectivement énormément de choses à faire. Et aujourd'hui, on surfe aussi beaucoup sur cette thématique. Ah oui. Et j'imagine que vous défendez le fait qu'aujourd'hui, on est une entreprise, il faut avoir une stratégie IA, une stratégie robotique, voire même une stratégie quantique. Oui, c'est effectivement un vrai sujet. La robotique, c'est quelque chose de compliqué. Il faut des ingénieurs passionnés. Ça fait maintenant, nous, de nombreuses années qu'on travaille sur ça. 2017, hein, déjà. Ouais, exactement. Et avec plein de... Une cinquantaine de personnes, hein, c'est ça. Exactement, ouais. Dont une bonne moitié qui sont des ingénieurs, qui travaillent aussi bien sur les parties conception mécanique, électronique, logiciel embarqué. Il y a même des sujets de cybersécurité, toute la partie applicative et bien sûr aussi les thématiques d'IA. Alors, comment ça se passe? Parce que vous produisez vos propres robots, alors où sont des bras articulés. Je suis un industriel, voilà, dans un domaine, voilà, ce que l'on veut. Je viens vous voir. Alors c'est vous. J'arrive avec mon kit de développement. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez aux industriels qui vont venir vous voir et qui ont cette idée de robotiser une partie de leur chaîne de production, voire leur chaîne de production entière? Donc du coup, nos clients arrivent effectivement avec un besoin, avec un cahier des charges souvent, et nous on vient étudier le cahier des charges pour proposer effectivement la meilleure solution. On va sortir une nouvelle gamme de robots à partir de fin mars qu'on va annoncer au salon Global Industries. Et ces robots seront capables d'être encore plus performants que ce qu'on a pu développer jusqu'à présent, et ça permettra effectivement de donner aussi une notion d'accessibilité forte à nos clients. On croit beaucoup au fait de rendre accessible la robotique, et l'accessibilité ça intervient en termes de prix. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup pour avoir des prix ultra compétitifs, mais également accessibles en termes d'usage. Et l'usage intervient par le biais notamment de l'intelligence du robot, mais également sa facilité de programmation par un non-roboticien. Et vous, c'est ça, vous avez... Alors, il y a ce petit actionneur motorisé, hein, c'est ça, le petit module, et on peut en mettre plusieurs selon la tâche que l'on veut faire. Et vous, votre force, c'est de maîtriser totalement cet outil avec tout ce qui peut être à l'intérieur d'électronique, de capteurs, etc. Et derrière, d'avoir la couche logicielle dessus. C'est vraiment ça qui fait la force de Nirio. Oui, tout à fait. En fait, on a travaillé longtemps. On a été soutenu par le programme France 2030 aussi. On est aussi aujourd'hui labellisé French Tech 2030, par exemple, pour appuyer les enjeux de souveraineté. Et la souveraineté, elle intervient par le fait de maîtriser la chaîne technologique complète. Et la chaîne technologique, c'est vraiment, vous l'avez bien souligné, le cœur du robot, c'est ce qu'on appelle un actionneur. Donc, c'est son intelligence robotique et c'est le moteur, réducteur, capteur. Et au-dessus de ça, effectivement, on vient créer une couche d'intelligence qui permet effectivement de mouvoir cet ensemble-là pour avoir un robot le plus intelligent et le plus performant possible sur le cas d'application de notre client. On parle de robots, alors évidemment on pense tout de suite aux robots humanoïdes, mais chez Nirio, il y a pas, ça peut être des bras articulés. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence quand même dans ce domaine. Si on va au salon Global Industries, où seront présents, alors sera Villepinte cette année, où sera présent BFM Business. Oui, alors il y a ils sont toujours allemands, Kuka, ou ils ont été rachetés par les Chinois? Oui, ils ont une grosse chinois. Ouais. Voilà, sur la Chine. Mais voilà, qu'est-ce qui va faire votre particularité chez Nirio par rapport à toutes ces entreprises? Justement, en fait, il est clair que la concurrence, notamment asiatique, chinoise, est féroce. 60% des robots présentés au CES étaient chinois. Hein. Voilà, et donc ça c'est une réalité. Il faut en avoir conscience. Et par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a développé. On travaille aussi avec des fournisseurs locaux également, et on travaille vraiment pour avoir un prix aussi qui est ultra compétitif. Donc nous on s'aligne sur les mêmes prix que les robots asiatiques. Ça va être. Donnez-nous un exemple de quelqu'un qui est venu vous voir et qu'est-ce qu'il a fait avec son robot, comment il l'a intégré dans sa chaîne de production. Concrètement, en fait, ça peut être aussi bien des PME, donc des
PME qui vont par exemple vouloir automatiser des centres d'usinage. Et donc pour ça, il faut un robot qui vient prendre des pièces et les mettre dans les centres d'usinage. Ça peut être du conditionnement fin de chaîne pour mettre par exemple du chocolat dans des cartons. Ça peut être aussi l'automatisation dans des laboratoires d'analyse pour automatiser la manipulation de fioles. Voilà, donc on a tout un... Donc oui, ça peut être des choses de grande précision avec une agilité du bras robotique, c'est ça? Oui, en fait, on travaille sur tout type de cas d'usage et c'est là la force et la passion que j'ai aussi à travers le projet Nirio, c'est que finalement, on peut étudier énormément de cas d'application. On travaille aussi avec des grands en ce moment pour étudier de l'automatisation effectivement de pièces, voilà, donc des sujets un peu plus délicats. Et c'est là aussi où l'IA a beaucoup de valeur pour donner de l'intelligence à nos systèmes. Et donc c'est ça, votre force, c'est vraiment ce petit moteur, enfin cet actionneur motorisé, savoir vraiment parfaitement le manipuler et avoir compris l'intelligence à l'intérieur avec les capteurs, le cœur électronique, etc. Et de pouvoir associer ça avec toute la couche de développement qui fait que quand je viens vous demander de savoir comment mettre mes chocolats en boîte, voilà, vous arrivez à concevoir et à fabriquer tout ça. Oui, et en fait, on parle de plus en plus d'IA, on parle aussi de plus en plus de physical AI. Et en fait, Jensen Huang, il parle que de ça. Voilà, et donc en fait, finalement, c'est quoi? C'est la connexion entre un monde digital et un monde physique. Et pour moi, c'est la robotique qui fera ce trait d'union. Et donc, cette robotique, il faut parfaitement la maîtriser si on veut encore une fois avoir une souveraineté française, une souveraineté européenne, mais il ne faut pas sous-estimer encore une fois la compétition qui est mondiale, d'où encore une fois j'appuie dessus, mais l'accessibilité coût sur lequel on travaille aussi énormément. Et c'est pour ça que notre positionnement, notamment au Global Industries, arrivera avec toute une gamme de robots, des robots effectivement 6 axes. On sera même capable d'avoir ce qu'on appelle des machines intelligentes, donc on va plus loin que le robot lui-même pour lui permettre effectivement de lui intégrer des capteurs, d'y intégrer un préhenseur pour avoir un déploiement ultra rapide sur les cas d'usage de nos clients. Et vous êtes capable chez Nirio de monter en cadence, c'est-à-dire quelqu'un qui veut des milliers de bras robotisés, de robots, aujourd'hui vous êtes capable chez Nirio, à partir de votre site de production là, à Lille cette année on produira en 2026 à peu près 750 robots, donc on a déjà une capacité effectivement industrielle, on a une très bonne maîtrise aussi de tous nos fournisseurs qui nous vendent les pièces. Enfin, voilà, depuis à peu près 3 ans, on travaille fortement pour rapatrier effectivement une grosse partie des fournisseurs qui pouvaient être asiatiques notamment, etc. Et aujourd'hui, on a plus de 70% de la valeur de notre robot qui est française ou européenne. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on est extrêmement fiers. Et encore une fois, on se rend compte qu'on peut être compétitif. Et donc c'est un message aujourd'hui que je veux aussi appuyer. Voilà, eh bien vous êtes venu bien le défendre et puis on aura l'occasion de vous retrouver au salon. Ce sera rappelez-moi la date Global Industries. C'est fin mars, le 31. Fin mars, c'est ça. Et ce sera à Villepinte cette année. Vous savez, ça alterne entre Lyon et Villepinte au nord de Paris. Donc ce sera là-bas. Je rappelle, en septembre 2025, vous avez annoncé votre plateforme Nate et la première brique techno révélée avec ses actionneurs. On a vu les images, c'est assez impressionnant. Puis surtout, c'est en France. Et oui, on vous a beaucoup parlé des robots chinois parce qu'on a été très impressionnés. Et bien là, voilà, on espère vous impressionner au prochain salon Global Industries, mais vous l'avez déjà fait ce soir avec des robots français. Et je rappelle, vous êtes lauréat French Tech France 2030. Marc-Henri Froin, fondateur de Nirio, merci d'avoir été avec nous. Allez, voilà, notre émission se termine. On vous rappelle demain la nouvelle émission Air et Défense de Jean-Baptiste Huette. Ce sera à 12h30 sur BFM Business. Et nous, on se retrouve dans nos replays ce week-end. On se retrouve sur les podcasts. Et bien entendu, lundi soir, rendez-vous 19h30. La tech, il va se passer évidemment beaucoup de choses ce week-end. Allez, excellente soirée sur BFM Business.